avec un programme cet après-midi qui comporte deux parties. D'abord la cérémonie de remise du prix Becquerillo, ensuite la reprise du colloque qui a commencé ce matin sur la littérature de voyage avec les deux dernières conférences. Pour la remise du prix Becquerillo, qui va nous occuper jusqu'aux alentours de 15 heures, nous avons le grand honneur aujourd'hui de recevoir M. Xavier Darcos, qui a été ministre de l'Éducation nationale, ministre de la coopération et de la francophonie, ministre du Travail et de la Famille, j'abrège, ambassadeur de France auprès de l'OCDE, qui est membre actuellement de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 2006, membre de l'Académie française depuis 2013, chancelier de l'Institut de France depuis le 1er janvier 2018. M. Darcos a accepté de prendre part à cette journée, non seulement en venant remettre le prix Becquerillo à son lauréat, que vous découvrirez dans quelques minutes, mais aussi en prononçant une conférence sur deux écrivains qui ont été, comme ceux dont il a été question ce matin, deux écrivains voyageurs, et qui ont écrit sur leur voyage, Stendhal et Mérimée. Xavier Darcos n'a pas été seulement un homme public revêtu de grandes charges et investi de lourdes responsabilités, il est aussi agrégé de lettres classiques et docteur ès lettres, avec une thèse sur Ovide, et il n'a pas cessé, en dépit de ses engagements publics nombreux, de publier de nombreux ouvrages et contributions sur ses sujets de prédilection, la littérature latine, la littérature française du XIXe siècle, le système scolaire français, entre autres. Je me bornerai ici à citer ses biographies d'Ovide, bien sûr, mais aussi de Tacite, de Virgile et de Mérimée. Et deux ouvrages où une érudition solide le dispute à un humour bienveillant, le dictionnaire amoureux de la Rome antique et un autre dictionnaire amoureux consacré, celui-là, à l'école. Avant de vous laisser la parole, Monsieur le Chancelier, je voudrais dire quelques mots sur le prix que vous allez remettre ensuite au lauréat de cette année, en évoquant très rapidement la figure du bienfaiteur qui nous a permis de le créer. Roger Becquerillo, né en 1922, a été élu membre de notre Académie en 1980. Il en a été président général en 2001 et il a demandé à bénéficier de l'honorariat en 2011. Il est décédé sans héritier en 2015, sans héritier direct, ce qui lui a permis de léguer ses biens à l'Académie, à charge pour elle de créer un prix qui perpétue sa mémoire. Roger Becquerillo avait fait des études de droit, mais c'était d'abord un homme de lettres, passionné de poésie, de littérature et d'histoire. Plutôt qu'une carrière juridique, il a donc choisi le journalisme, collaborant depuis le début des années 50 au Midi Libre, d'abord à Avignon puis à Montpellier, et devenant ensuite en 1960 correspondant local du Monde. Tout en pratiquant son métier de journaliste, il a publié une série de monographies et d'ouvrages sur la région Languedoc-Roussillon, sur le Rouergue, sur le Gévaudan, dont il connaissait très bien l'histoire. Et je ne citerai qu'un de ces ouvrages, un ouvrage consacré aux lieux qui dans le monde portent le nom de Montpellier, d'un clapasse à l'autre, Montpellier au pluriel. En effet, Roger Becquerillo était un voyageur, un grand voyageur, un globe-trotter, on l'appelait au Midi Libre. Et c'est pour rendre hommage à Becquerillo voyageur que l'Académie a décidé pour cette première édition du prix Roger Becquerillo de l'attribuer à une œuvre relevant de la littérature de voyage. Je n'en dis pas plus puisque le recteur Nick, secrétaire perpétuel de l'Académie et président du jury, vous donnera le palmarès, selon le mot consacré. Ce mot est un peu impropre ici, mais peu importe, tout à l'heure. Et auparavant, nous allons entendre la conférence de M. Xavier Darcos. Monsieur le Chancelier, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, d'abord, je voudrais remercier Jean-Marie Carbas et Christian Nick de m'avoir attiré jusqu'à vous. Je l'ai fait bien volontiers, d'abord parce que je les connais tous les deux par des fonctions de recteur qu'ils ont occupées,
Christian Nic, nous sommes connus, nous étions très jeunes, nous étions encore bruns et jeunes et minces. En 1993, quand j'étais directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, François Bayrou, lui-même était le conseiller du président de la République pour des questions d'éducation. Et depuis, nous ne sommes plus guère quittés de vue. Je suis venu à Montpellier pour ces liens d'amitié, bien sûr, mais pas seulement. Aussi parce que l'Institut est très attentif au travail que font les académies de province, à la conférence nationale des académies de province, qui est un prolongement au fond du travail académique parisien, et nous essayons d'avoir des relations très étroites. C'est d'ailleurs M. Bernard Bourgeois, philosophe bien connu, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui représente le chancelier dans l'ensemble de ces manifestations, qui suit ça avec beaucoup d'attention. Je voudrais remercier aussi M. Barras d'être parmi nous, puisqu'il est de question de patrimoine, et saluer rapidement, sans les citer toutes, sinon je me tromperai, j'en oublierai, les diverses personnes qui sont ici, évidemment M. Michel, membre de l'Académie des Beaux-Arts, et Jean Sarrazin, qui est recteur aussi. Il y a beaucoup de recteurs au mètre carré dans cette salle, ou d'anciens recteurs, enfin on est à vie, je crois. Alors on m'a demandé de dire un mot sur les relations de Stendhal et Mérimée, je vais le faire bien volontiers. Elles sont intéressantes parce que précisément elles sont compliquées. En fait, il y avait une chanson de Gainsbourg qui s'appelait « Je t'aime moi non plus », et on pourrait dire que Mérimée et Stendhal ont entretenu une relation très affectueuse et très complexe, dont je vais essayer de vous dire un mot. D'abord, ils se sont rencontrés assez tôt, et contrairement à ce qu'on dit généralement dans les histoires d'amitié, il n'y a pas eu de coup de foudre, il n'y a pas eu « ah, c'est vous, ah, c'est moi », pas du tout. Ils se regardaient un peu de loin dans les divers salons où l'on pouvait se rencontrer, que je vais dire lesquels, et aussi parce que Mérimée, qui était nettement plus jeune que Stendhal, il avait 20 ans de moins que lui. Mérimée est né en 1803 et Stendhal en 1883. Et Mérimée n'était pas un personnage sympathique, je le dis tout de suite, d'autant que j'ai consacré une bonne partie de mon travail à Mérimée, je peux le dire sans qu'on m'accuse de parti pris. C'était pas quelqu'un de chaleureux, c'était pas quelqu'un de communicant, quelqu'un très se sent quant à soi, toujours habillé de sombre, peu affectif au fond. Et qui d'ailleurs, dans la période romantique, à partir de 1825, alors qu'il avait une vingtaine d'années, a suivi le mouvement romantique. Il était, par exemple, parmi les gilets rouges de la bataille d'Annali, mais avec un peu de distance. Je dirais que c'était un rationaliste dans un temps de ferveur. Et les grands épanchements lyriques, les grands romans de Hugo, les grandes odes littéraires du moment qui étaient à la mode, les méditations de Lamartine, ce n'était pas vraiment son genre, c'était plutôt un auteur très sobre, qui publiait des œuvres courtes et à distance, assez ironiques, assez froides, où le narrateur ne fait pas beaucoup de cadeaux aux personnages qu'il met en scène, ne s'incarne pas du tout dans ses héros. Et donc c'était à la fois quelqu'un qui était dans le mouvement romantique sans trop y être. Stendhal, tout au contraire, même s'il était lui aussi quelqu'un qui détestait les emportements excessifs, il trouvait que les romans de Victor Hugo étaient le sommet du ridicule, je cite, c'était quelqu'un qui aussi était un indépendant, un esprit libre, souvent ironique vis-à-vis de ce qu'il voyait autour de lui, y compris sur Montpellier, je suis bien de vous le dire, je suis bien obligé de vous le dire, plus encore sur Grenoble. Il était souvent un peu dans la défensive par rapport au lieu qu'il visitait. C'était un esprit très indépendant, très original, et finalement, on lui connaissait très peu de passion pour des causes communes, pour des causes collectives. En tous les cas, ces deux caractères, donc ainsi présentés, se sont rencontrés assez tôt, puisque Mérimée avait une vingtaine d'années, donc nous sommes vers 1823, dans un salon qui était un salon un peu vieillissant, un peu finissant, qui était le salon de Madame de Récamier, à l'abbaye au Bois, où on croisait à la fois les figures du pré-romantisme, notamment évidemment Chateaubriand, comme chacun sait, qui était très proche de Madame de Récamier, Chateaubriand, comme vous le savez, il avait le même âge que Napoléon, il avait donc 20 ans à la Révolution française, donc c'est déjà un homme d'un certain âge à ce moment-là, mais on voit aussi apparaître de nouvelles personnalités, on voit apparaître des intellectuels, on va apparaître Champollion, par exemple, qui va bientôt déchiffrer les hiéroglyphes en 1822, il y a ici
il faut que je fasse attention parce que quelqu'un m'a abrité tout à l'heure. Il m'a abrité tout à l'heure de son parapluie, c'est un égyptologue de premier plan, donc si jamais il pleuvait tout à l'heure, je vais conserver votre amitié. Donc, il côtoyait Champollion, le philosophe Maine de Biran, Benjamin Constant et Stendhal. Et Stendhal donc se retrouve à tourner un peu autour des chaises dans ce genre de salon où il y a à la fois les anciens qui font un peu les maîtres d'école et puis les petits nouveaux qui veulent se faire connaître, se faire reconnaître, trouver un début de clé pour entrer dans la vie littéraire parisienne. Et finalement, Stendhal intéresse Mérimée lorsque son texte, qu'il est en train de parachever, qui s'appelle « De l'amour » paraît. Parce que Mérimée, qui a à peine 20 ans, est évidemment intéressé par les questions de l'amour, et il s'approche de lui en quelque sorte pour essayer de comprendre quelles sont les clés pour devenir un homme qui plaît aux femmes. Mérimée a beaucoup souffert de ne pas pouvoir trouver une relation durable et passionnée avec une femme. Il a eu beaucoup de dépits amoureux, y compris de très désagréables parce qu'ils ont été rendus publics, comme par exemple avec George Sand, qui avait écrit un petit texte pour raconter le fiasco absolu de la seule soirée qu'elle avait passée avec Mérimée. Et Mérimée est resté célibataire toute sa vie. Et donc, au fond, il s'est dit peut-être que ce Stendhal, ce petit personnage original qui circule, qui aime l'Italie, qui voyage beaucoup, qui a déjà écrit un livre qui a été assez remarqué, qui s'appelait Rome, Naples et Florence en 1817, peut-être qu'il va m'aider, au fond, à entrer dans ce qui me manque le plus, c'est-à-dire un monde de relations agréables, hédonistes, avec les autres. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que, du coup, va se créer entre ces deux personnages qui s'observaient, qui avaient une certaine prévention, pour dire les choses clairement. Je ne cite pas les premières phrases qui sont prononcées par l'un sur l'autre, parce qu'elles ne sont pas très agréables. Ces personnages vont passer de la prévention à une forme de complicité, mais je dirais une complicité un peu contre autrui. Une sorte d'ironie partagée sur le spectacle auquel ils assistent dans ces divers salons. Il caricature, il dessine. Vous savez que Stendhal faisait des petites caricatures, il dessinait des personnages. Mérimée lui envoie des petits mots. Mérimée lui-même est un dessinateur absolument remarquable, un très grand dessinateur, comme son père lui-même, Léonard Mérimée, était un professeur de peinture connu, un peintre connu, qui était directeur d'école des Beaux-Arts. Et donc tous les deux échangent des petites caricatures. Alors Mérimée se moque un peu de lui. Il dit de Stendhal, tu es gros, tu es court, tu es trapu, tu es fort, tu es vivace, mais tu as une nature à la Socrate, à la différence que, au lieu de combattre ton naturel, tu fais tout pour l'encourager. Et l'autre lui répond, eh bien toi, tu es un jeune homme en redingote grise, et tu es bien laid avec ton nez retroussé. Donc voilà les petits mots qui s'échangent, mais cette fois-ci, ce n'est plus du tout sous une forme agressive, c'est une sorte de jeu et de complicité entre eux. Et ils vont découvrir, à travers, je dirais, cette sorte de mise à distance par rapport à la sociabilité, ils vont découvrir des idées communes. En particulier, tous les deux sont de bons vivants, ils aiment les dîners. Lorsqu'on lit les menus que faisaient ces gens de cette époque, on se demande dans quel état ils étaient à la sortie. Et ces menus étaient souvent, ces dîners étaient souvent accompagnés de diverses personnes agréables. Et à côté de cet hédonisme classique, dans cette bohème des années 1825-1830, ils partagent des sentiments qui ne sont pas ceux de tout le monde. Par exemple, ils sont tous les deux très anticléricaux. Et ils se moquent très volontiers de tout ce qui relève du sentiment religieux en littérature. Mérimée était même, on peut le dire, très hostile, d'une manière ou d'une autre, aux grands écrivains qui s'appuyaient sur la doctrine spiritualiste. Mérimée a eu un mal fou à se faire élire à l'Académie française, et manque de chance pour lui, il a été élu sur le fauteuil de Nodier, qui était un conteur extrêmement marqué par la tradition spiritualiste et religieuse, et donc pendant tout son discours, il s'employait à faire oublier, lui, Mérimée, sa réputation de libre penseur, et à essayer de dire du bien de quelqu'un qui était pour lui un bigot. De même, parmi les intérêts qu'ils sont tous les deux grands amateurs de théâtre et d'opéra. On les voit ensemble aller à l'opéra,
connaître aussi peut-être les chanteuses et les actrices. Bref, ils y font des rencontres, et en particulier, ils ont même partagé, semble-t-il, l'amitié ou les faveurs d'une cantatrice qui s'appelait Adélaïde Chassetti, qui a été une petite célébrité en son temps. Ces goûts artistiques sont... justement, ce n'est pas encore une complicité de goûts artistiques, c'est pour l'instant une complicité de personnes qui s'amusent à circuler dans la société, à en jouir, à y faire des connaissances, à sortir, à échanger des lettres, à échanger des billets, à échanger des dessins, mais ce n'est pas encore une complicité de créateurs communs, ou de gens qui voudraient avoir ensemble un projet d'écriture commune. Ce rapprochement va se faire ensuite, en grande partie, grâce aux polémiques des années 1825-1848, longue période, des polémiques autour de la littérature, du droit des écrivains, des personnalités qui marquent l'esprit à la fois de la création artistique et de la création et du monde politique. Je pense évidemment à des gens comme Hugo, je pense également à des gens comme Vigny, plus tard avec des grands peintres comme Delacroix, des gens qui sont à la fois des artistes de premier plan évidemment, mais qui sont aussi des personnalités très engagées dans la vie publique, Hugo étant évidemment le plus caractéristique de cela. D'où cette complicité intellectuelle qui se met petit à petit en place, et à partir de 1830 à peu près, dans les dernières années de 1820, 1828, 1830, Mérimée commence à être connu. Il a publié le théâtre de Clara Gazzoul, sous un pseudonyme d'ailleurs. Il échange sur ce que l'on doit écrire, ce que l'on doit lire, sur ce que l'on doit publier avec Mérimée. Il se rencontre d'ailleurs dans les cercles où se fomente en quelque sorte à la fois une pensée politique et une pensée artistique, en particulier autour de Cuvier, ce baron naturaliste qui est à ce moment-là le patron du Jardin des Plantes et qui est un zoologiste, un paléontologue, et qui reçoit autour de lui des esprits libres, plutôt politiquement hostiles à la Restauration, et qui est un lieu où on débat de littérature et de politique aussi, en particulier de politique qui puisse proposer autre chose que la Restauration. Disons que Charles X n'est pas vraiment la personnalité la plus appréciée de ce type de cercle. Il y a du coup entre eux une volonté d'essayer de dessiner une esthétique commune. Là, il y a deux tentatives qui le montrent. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, en 1830, autour de la bataille d'Hernani. Stendhal fait semblant d'être à distance de ça, on ne va pas se ridiculiser, aller soutenir Hugo. Hugo les a invités tous les deux à dîner le 5 mai 1829 pour essayer de les intéresser à ce qu'il fait. Ils sont aussi allés écouter ensemble Franz Liszt. Ils essaient de faire entendre une autre voix que celle de Hugo. Et ces affinités, cette sorte de coagulation se fait petit à petit autour de la bataille d'Hernani, en février 1830, comme vous savez. Hugo, d'ailleurs, en est tellement reconnaissant à Mérimée qu'il lui offre une anagramme de son nom, Prosper Mérimée, première prose. Et anagramme de Prosper Mérimée. Et cette fameuse bataille d'Hernani, sur laquelle je ne vais pas revenir, sera un peu, si je puis dire, le ciment définitif de ces deux personnages qui ont petit à petit convergé et qui un jour se sont trouvés ensemble dans un événement majeur autour d'une querelle littéraire importante, même si, je le répète, ni l'un ni l'autre n'étaient vraiment des hugoniens. Du coup, on les voit basculer vers ce qu'on appelait à ce moment-là l'avant-garde. Leurs amis, ceux avec qui on les retrouve sans cesse, c'est Delacroix, évidemment, c'est David d'Angers, c'est Pierret, c'est Champmartin,
Et cette atmosphère de lieu littéraire et de lieu pictural, de lieu en quelque sorte polyphonique autour de l'art, correspond exactement à ce que Stendhal aime. Stendhal est impossible à enfermer dans un genre, il touche à tout, c'est un éclectique, même dans sa manière d'écrire. Il est le premier à utiliser des systèmes de fragments ou des dessins dans ses œuvres. Enfin, on ne sait pas vraiment si ce sont des romans, ou comment faut-il parler de cahiers d'Henri Brulard ou des souvenirs d'égotisme, dans quoi ça rentre, ça, ou même de l'amour d'ailleurs. Et ça, alors, ça correspond tout à fait aussi à Prosper Mérimée, qui ne veut pas écrire de grands romans, qui n'est pas du tout un amateur de grands romans, et qui aime les formes brèves, et qui, en quelque sorte, voit dans la forme brève une résistance au lyrisme majeur, à l'emphase politique et littéraire du moment, et au fond, pour eux, au fond, ils finissent par écrire un peu de la même façon. Je dirais tout à l'heure qu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, Mérimée a théorisé cela, j'y reviendrai tout à l'heure. Un autre point qui les réunit beaucoup, c'est que cet esprit libéral, cet esprit anti-restauration, cet esprit au fond pré-républicain qu'on trouve chez l'un et chez l'autre, les rapproche du monde libéral, c'est-à-dire du monde des Anglais, de l'anglomanie. L'anglomanie du moment, extrêmement connue, de tous ceux qui s'intéressent à cette période, les actrices étaient anglaises, enfin, Vigny vivait d'ailleurs lui-même avec une actrice anglaise. L'anglomanie était un signe, en fait, de démarcation par rapport, une manière de se démarquer par rapport à l'ambiance littéraire française. Et tous deux voyagent, d'abord en Angleterre plusieurs fois. Nous commençons les grands voyages entre eux. Alors, ils font des visites des musées anglais, ils rencontrent des personnalités anglaises qui font très souvent l'aller-retour entre Paris et Londres, notamment Mary Clark, qui a sans doute d'ailleurs été une des maîtresses de Mérimée. Et c'est là, au fond, là que s'organise véritablement une amitié errante de voyageurs, de gens qui partent ensemble, qui font des voyages ensemble, et même Mérimée, du coup, qui est depuis 1841 inspecteur général des monuments historiques. Mérimée se fait accompagner de Stendhal dans ses voyages en province, où il se retrouve. Alors, je ne pourrais pas en donner la liste, vous l'aurez dans mon texte écrit, parce que ce serait très fastidieux. Comme vous savez, Mérimée voyageait à peu près 4 mois par an, chaque année, dans des voyages extrêmement longs, et donc il serait peut-être difficile d'en donner ici le détail. Le tandem Belle-Mérimée, puisqu'on appelait Stendhal Belle encore à cette époque-là, le Stendhal Belle-Mérimée devient une figure, je dirais, du monde libéral, du milieu favorable à la culture anglaise, comme ils ont pour amitié Mary Shelley, évidemment, Lady Morgan, Sutton Sharp, et par eux, ils font la connaissance aussi d'un certain nombre de personnalités qui travaillent dans ces milieux de la peinture et qui vont en Angleterre faire des portraits ou faire des lectures ou essayer de rencontrer des clients pour leurs grandes œuvres. Ce milieu-là, c'est un milieu cosmopolite où on va trouver Rossini, où on va trouver le peintre David, où on va trouver le botaniste Victor Jacquemont qui va écrire un immense livre sur l'Inde, où on va trouver Charles de Rémusat, on va trouver Augustin Thierry, historien des Francs et des Mérovingiens, on va trouver Sarah Newton, François de Courcelles, on va trouver donc et bientôt aussi Thiers, Fauriel, un ethnographe, un linguiste, et surtout Mary Shelley, la veuve du grand poète, qui en convalescence est à Paris. Bref, une anglophilie qui cache non seulement des goûts littéraires sans aucun doute, mais des choix politiques. Mérimée, en 1833, a publié une nouvelle qui s'appelle La double méprise, et dont il espérait qu'on pourrait penser qu'elle avait été écrite par Stendhal. Et l'idée, c'était de faire du Stendhal en écrivant La double méprise, en trouvant un récit d'une nouvelle pas trop longue, extrêmement personnalisé, avec un sujet un peu banal, une histoire d'un adultère qui tourne mal, un examen psychologique mais très rapide des personnages, une certaine légèreté, une mise à distance de l'explication psychologique qui devra accompagner les personnages,
Et au fond, Mérimée fait un petit exercice stendhalien, de manière tout à fait consciente, en disant à Stendhal, je vais te montrer que moi aussi je peux faire du Stendhal, je vais faire double maîtrise. Cette nouvelle d'ailleurs a laissé un peu perplexe la critique, qui a bien vu que c'était du Mérimée, mais pas complètement non plus. On était très loin du théâtre de Clara Gazzoul ou de grands travaux historiques, qu'est-ce que c'est que cette œuvre. Mais, et c'est ça qui est intéressant, le succès relativement convenable qui est fait à la double maîtrise donne l'idée à Mérimée de devenir un auteur de contes dans ce même esprit. Et c'est à partir de la double maîtrise, à partir de 1833, qu'il va écrire ces grands contes que vous connaissez, Carmen, Colomba, Matteo Falcone, etc., que c'est, et qui sont toujours dans le même esprit, des textes brefs, des histoires de rencontres violentes qui finissent mal, y compris parfois qui finissent très mal. Matteo Falcone, par exemple, l'histoire quand même d'un fils qui finit sous l'influence d'une tentation par dénoncer un homme qui est caché chez son père, mais son père l'amène sur la plage, lui dit « fais ta prière », lui tire dessus, le tue, fin de l'histoire. Les gens qui disaient ça, ils disaient quand même, c'est sévère. Et ce conteur acerbe, ce conteur noir presque que va devenir Mérimée, il a commencé avec la double méprise lorsque Mérimée a essayé de faire du Stendhal. Voilà, je regarde là parce que j'ai promis de m'arrêter dans 10 minutes, ça va, je suis dans les temps. Cette amitié a trouvé donc non seulement des affinités créatrices, des occasions de faire des rencontres communes, de faire des voyages communs, mais aussi à installer dans la critique littéraire, là aussi je vous renvoie à mon texte écrit parce que c'est un peu long, un grand nombre d'articles où ils sont devenus en quelque sorte un duo. Voilà, on parlait Belle et Mérimée. Mérimée et Belle. On les voyait arriver ensemble, on les voyait parler ensemble. On finissait par... C'était qui déjà? Oui, c'est Mérimée, c'est pas Belle. Oui. Ils ont co-signé même des articles dans un certain nombre de journaux sur des spectacles, sur des commentaires d'opéra, sur des critiques littéraires, sous des pseudonymes parfois, mais parfois sous leur propre nom. Et cette espèce de duo, au fond, s'est installé comme une figure unique dont ils ont joué, au fond. Au fond, ils s'amusaient à apparaître ensemble, à faire semblant d'ailleurs, parfois, c'est Madame Duvaucel qui raconte ça dans une lettre très célèbre, l'impression qu'ils étaient fâchés, mais pas du tout, c'est parce qu'ils circulaient dans les salons, dans les milieux, puis ils finissaient par se rejoindre, pour se raconter ce que les uns et les autres disaient, et ensuite ils commentaient tout ça en partant ensemble en tournée. Mérimée a été accompagné par Stendhal dans ses grandes visites à l'Est, en Alsace, en Lorraine, dans ses visites en Allemagne, à Wiesbaden, Aix-la-Chapelle, on les trouve ensemble, dans ses visites en Angleterre, je l'ai dit plusieurs fois, bref, on les voit ensemble très souvent. Et cette habitude de tout faire ensemble trouve une sorte de point d'acmé, un point extrême en 1839, lorsque Mérimée propose à Stendhal d'aller faire un grand voyage en Corse. Mérimée par le premier, Stendhal le rejoint le 10 août 1839. Stendhal vient juste de publier La Chatoise de Parme, qui n'est pas vraiment dans le goût de Mérimée, tout ça est trop sentimental, une sorte de bonheur dans une prison, enfin, il y a un petit peu de flottement. Et curieusement, dans cette période, dans ce voyage qui va les amener de Corse, ensuite en Italie, puis à Naples, eh bien, ils vont commencer à s'agacer l'un l'autre. Nous avons des lettres qui montrent que le climat se détériore. Par exemple, Stendhal dit ceci, 10 novembre, nous arrivons à Naples, la mer est magnifique, mais l'affreuse vanité d'Académius, Mérimée, gâte ce voyage. Pardon, je parle des pages. Autre exemple de formule aimable. Excusez-moi, je me suis mélangé dans le... Là, voilà. Je vais la retrouver. Bref, en tous les cas, un climat qui se détériore très très rapidement
et qui apparaît dans des courriers, pour tout dire, plutôt agressifs, au fond, entre eux. Et évidemment, tous ceux qui s'intéressent à ces deux auteurs ont cherché à trouver l'explication à cette querelle. Qu'est-ce qui se passait, au fond? Qu'est-ce qui a amené ces tensions? On ne le sait trop. Ce qui est certain, c'est que au fond, il y a une jalousie, tout simplement, voilà. Mérimée est devenu un homme important, il aspire à l'Académie, il a d'ailleurs déjà été élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, il sera bientôt académicien français, il cherche à faire une carrière d'officiel qui va évidemment s'épanouir après la mort de Stendhal sous le Second Empire. C'est comme vous savez, il était très proche d'Eugénie de Montijo, il avait connu la famille Montijo avant que Eugénie de Montijo n'épouse Napoléon III. Il va devenir sénateur, il va faire une carrière incroyable d'homme public. Hein, on lui a proposé d'ailleurs d'être ministre de l'Éducation nationale, contrairement à des gens très imprudents, il a refusé. Et donc, il y a une sorte de dérive de Mérimée que Stendhal perçoit vers un personnage officiel et qui insupporte Stendhal. C'est bien dommage parce que, je l'ai répété, nous sommes en 1839, les dernières années vont être un peu tendues. Or, Stendhal est mort très jeune, comme vous le savez, peu de temps après, en 1842, d'une apoplexie dans la rue. Et Mérimée culpabilise un peu. Il se sent un peu coupable. Je me trouvais seul, mal préparé. Je ne savais même pas ses dernières volontés. Chaque fois, j'ai senti que j'avais manqué quelque chose. Au moins envers le mort, peut-être envers moi-même. Si un de mes amis m'aurait en voyage, j'en aurais un vif regret de ne pas lui avoir dit adieu au moment du départ. Un départ, une mort, ça se prépare, ça se célèbre. Mais non, il n'y a rien eu. Donc il y a chez Mérimée ce sentiment d'avoir manqué à une proximité vis-à-vis de Stendhal au moment où Stendhal meurt. Mérimée se retrouve cependant aux obsèques le 24 mars. Il y a 3 personnes en tout et pour tout qui suivent le corbillard, dont évidemment Mérimée. On pourrait dire que les choses s'arrêtent là. Peut-être que c'était mieux, puisque 8 ans plus tard, Mérimée se décide à faire paraître une brochure qui s'appelle HB, Henri Bell, Stendhal, une petite brochure de 16 pages, tirée seulement à 25 exemplaires, et dont tous les noms propres sont remplacés par des blancs. Tirage discret, petit texte, petite plaquette. Eh bien, cette plaquette va provoquer un scandale épouvantable. Pourquoi? D'abord parce que Mérimée continue à dire des choses désobligeantes un peu sur son ancien ami, en tous les cas c'est perçu de cette manière. La critique dit comment cet homme hostile, je cite, écrire des anecdotes aussi passablement scabreuses sur quelqu'un qu'il prétend avoir aimé. Et l'ordre, en 1851, crie « trahison ». Ce livre est une trahison. Alors, quand on lit HB, c'est vrai qu'on est un peu embarrassé, parce que pourquoi, 8 ans plus tard, écrire une plaquette que personne ne lui demande pour honorer la mémoire d'une amitié, pour dire des choses désagréables. Le journal L'Ordre, en 1851, écrit ceci. C'est Maxime Ducamp qui écrit. Maxime Ducamp, l'ami de Flaubert. Il dit il y a beaucoup de gens qui savent se déshonorer, mais d'autres font plus encore. Par exemple, ils avaient des amis, mais quand ces amis furent morts, ils écrivirent, sous prétexte d'honorer leur mémoire, d'infâmes libelles qui n'osèrent même pas signer et qu'ils avaient glané sans doute dans des rognures du manuscrit du marquis de Sade. En faisant ainsi, en accumulant monstruosité sur monstruosité, en crachant sur tout, en calomniant tout, hélas, jusqu'à l'affectation de Jésus par Saint Jean, parce qu'il y a une allusion au fait que Jésus sera amoureux de Saint Jean, en déclarant que la seule excuse de Dieu de ne pas exister,
en bavant sur tout ce qu'il y a de plus sacré au monde, ces hommes-là, ces hommes graves, ces hommes décrétés immortels, Mérimée est déjà académicien, ils ont commis un crime de lèse-majesté littéraire que personne ne devra jamais oublier. Critique sévère. Maxime Ducamp, pourtant un type extrêmement sympathique, comme chacun sait, des grands amis de Flaubert avec qui il a fait tous ses voyages. Mérimée est un peu sidéré, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ne répond pas. Et pire encore, quelques années plus tard, en 1855, c'est-à-dire 4 ans plus tard, lorsque l'éditeur Michel Lévy décide de rédiger, d'éditer les œuvres complètes de Stendhal, il demande à Mérimée un petit texte, et Mérimée dit « Mais j'ai déjà écrit HB, vous n'avez qu'à reprendre, je vais un peu le compléter », mais il remet ce texte comme présentation de cette première édition complète, 1855, aux éditions Lévy, de l'œuvre complète de Mérimée. Je voudrais dire ce que je pense pour conclure de cette étrange histoire, en lisant tout simplement ce que Mérimée écrit. Il dit « Bayle, c'est-à-dire Stendhal, était original en toutes choses, ce qui est un vrai mérite à cette époque de monnaies effacées. Il était du côté du libéralisme, mais au fond, c'était un aristocrate achevé. Il ne pouvait sauf les sots, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Il ne pouvait avoir pour les gens qui l'ennuyaient qu'une haine furieuse. Il était éloquent à faire ressortir tous les défauts dont on accuse, à tort ou à raison, notre grande nation. Cette France légère, étourdie, inconséquente en parole et en action. Au fond, il avait un haut degré, une détestation de nous. Toute sa vie, il fut dominé par l'imagination. Et il ne fait rien par enthousiasme. Il ne se piquait que de n'agir conformément à la raison. Il faut se guider par la logique, disait-il en mettant un intervalle entre les deux syllabes. Il était assez gai, négligeant les convenances et les susceptibilités, souvent de mauvais ton, toujours spirituel et original. Il n'avait de ménagement pour personne. Il était facilement blessé. Et un prêtre et un royaliste étaient pour toujours, à ses yeux, des hypocrites. Eh bien, franchement, ce que dit Mérimée de Stendhal, c'est un autoportrait parfait de Mérimée. Et on voit bien qu'en fait, c'est à tort qu'on s'est intéressé à ce que pouvait contenir HB et y voir une sorte de dépit amoureux, ou en tous les cas de trahison d'une amitié, tout simplement, avec HB, Mérimée, devenu en 1855 le favori de la cour, était toujours présent. C'est l'époque où Hugo dit le paysage était plat comme Mérimée. Enfin, tous ceux qui sont opposants à Napoléon III détestent Mérimée, et Mérimée leur répond par ce mépris. Au fond, Mérimée aura trouvé dans Stendhal, à tous les moments de sa vie, une sorte de reflet de lui-même jusqu'après la mort de Stendhal. Merci beaucoup, monsieur le chancelier, pour cette très belle évocation de ces deux écrivains. On sent que vous êtes dans cette époque comme dans la nôtre, vous êtes contemporain de Mérimée et de Stendhal, et vous les avez fait revivre devant nous, admirablement. Je crois que le temps est arrivé de la proclamation du résultat de notre prix et de la remise de ce prix. Je voudrais prier monsieur le trésorier de l'Académie de bien vouloir me donner ce sans quoi le prix manquerait un peu de consistance, c'est-à-dire le nerf de la guerre. Et je donne la parole au président du jury, secrétaire perpétuel de l'Académie. Mesdames, Messieurs, le prix Roger Bécriot de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier est attribué à une œuvre écrite en langue française, publiée depuis moins d'une année, remarquable par ses qualités littéraires et qui invite à une réflexion originale sur l'homme et sur le monde. Pour cette première édition du prix,
En hommage à Roger Bécriot, académicien de Montpellier, passionné d'écriture et de voyage, l'Académie a décidé que le thème des œuvres au concours serait en 2019 le voyage. Un jury composé de 14 académiciennes et académiciens de Montpellier a établi, avec la collaboration de la librairie montpelliéraine Géosphère, une liste d'une quinzaine d'ouvrages inscrits pour concourir. Les jurés ont présélectionné 5 ouvrages parmi les 15. Ils ont ensuite désigné un lauréat parmi les 5 ouvrages présélectionnés. Le lauréat du prix Bécriot 2019 est Guillaume de Dieuleveux pour son livre « Un paquebot pour Oran », publié par la librairie Vuibert. Merci beaucoup. Je ne vais pas pouvoir égrener autant de noms que M. Darcos parce que je suis arrivé ici à 2 heures. Mais je remercie M. Nick. Vous m'entendez? Je remercie M. Nick et je vous remercie tous de cet honneur que vous me faites, qui est un encouragement, parce qu'il s'agit de mon premier livre. Donc j'y vois un encouragement pour la suite. On m'a demandé de faire un texte et je suis parti d'un constat, de quelque chose que vous avez sans doute tous constaté, c'est que généralement c'est assez ennuyeux d'écouter quelqu'un qui vous raconte ses voyages. Donc je me suis demandé comment on peut faire, comment moi j'ai essayé de faire en tout cas, pour raconter un voyage sans ennuyer mes auditeurs. Alors en ce qui me concerne ce livre, ça a démarré dans l'appartement que j'avais loué à Oran et qui se trouvait dans le cœur de la ville, dans le cœur de la vieille ville d'Oran, à 2 pas de ce que l'on appelait anciennement la place des Victoires et qui s'appelle aujourd'hui la place Ben Abdelmalek Ramdan. C'était un appartement qui se trouvait dans une petite rue toute calme et qui courait parallèle à un boulevard. Et dans cette rue, les trottoirs étaient très étroits, ils faisaient à peine une vingtaine de centimètres de large, si bien que les passants qui passaient par là étaient obligés d'emprunter la chaussée, ce qui conduisait les voitures à signaler leur arrivée par de brefs coups de klaxon en permanence. Et depuis les fenêtres de mon appartement, le calme de cette ruelle était rythmé en permanence par une alternance de bruits de frottement de pieds dans la poussière et de coups de klaxon, de passage de la voiture, et puis à nouveau le frottement des pieds dans la poussière. Et tous ces sons composaient une espèce de musique que je découvrais dès mon arrivée dans cet appartement. Et il se trouve que cette musique, elle me saisit tout de suite par sa familiarité, parce que je l'avais déjà entendue dans beaucoup d'autres villes méditerranéennes, ou dans des villes arabes, mais elle me saisit aussi par son exotisme, parce qu'elle ne ressemblait en rien à la musique que je peux entendre, au son que je peux entendre lorsque j'ouvre les fenêtres de mon appartement, qui se trouve en région parisienne. Et puis depuis la cour de cet immeuble, montait aussi à moi tout un tas d'autres bruits domestiques qui étaient aussi assez inhabituels. Par exemple, le glissement d'une serpillière sur des carreaux qu'on lave à grandes eaux. Et parfois, un oiseau marin passait au-dessus de l'immeuble et poussait un cri et me rappelait que la mer se trouvait non loin de là. Et toute cette symphonie très simple que générait cette ruelle et cet immeuble, c'était la signature de la ville d'Oran. Et c'est ainsi, assis sur une chaise dans la cuisine de cet appartement, où je m'apprêtais à passer quelques jours pour écrire ce livre, que j'ai découvert Oran. Je me laissais surprendre par l'irruption impromptue d'un bruit ou d'un autre, par un cri d'enfant, et je ressentais avec une intensité qui ne cessera jamais de me combler ce que c'est de voyager. J'avais à la fois beaucoup à faire et j'avais pas grand-chose à faire. Je devais rentrer d'Oran avec la matière d'un livre, et je n'avais pour cela qu'un seul moyen qui est bien maigre, qui est le moyen des écrivains voyageurs, si je peux m'inscrire dans cette grande famille dont on vient de parler. Ce moyen, c'est celui de la flânerie, les mains dans le dos, le nez en l'air avec un petit carnet et un stylo à la main,
Alors on les garde sur soi pour se donner l'impression qu'on est bien en train de travailler. De temps en temps, on les sort. On note sur le vif quelques idées, quelques impressions. Voilà. Alors pour contrer cette peur du vide qui peut vous prendre quand vous arrivez dans une ville comme ça, moi je me levais tôt et je me rendais au carrefour de la ruelle voisine où il y avait quelques boutiques, il y avait une épicerie, une boulangerie, et je me mêlais à la première vague de clients qui venaient acheter des baguettes, des croissants ou leurs journaux. Je faisais comme eux, j'achetais ma baguette et puis je remontais dans ma cuisine. Et une fois que j'avais fini mon petit déjeuner, je poussais tout ça et je sortais mon petit carnet et je le posais sur la table et je sortais un autre cahier un peu plus grand, un peu plus imposant que le premier carnet. Et dans le clair-obscur de cette petite cuisine, je notais chaque jour la date et le lieu et je m'efforçais de raconter avec le plus de précision possible tout ce que j'avais fait la veille, tout ce que j'avais ressenti. Et je m'apercevais que mon premier carnet, le petit carnet qui restait toujours dans ma poche, il restait sur un coin de ma table et je ne l'ouvrais jamais. Il me semblait en fait que les idées, les impressions que j'avais notées dans l'émotion de l'instant ou dans l'urgence ne correspondaient plus à ce que j'avais retenu, qu'elles ne correspondaient plus à ce qui désormais, 24 heures plus tard, me semblait primordial et qu'elles ne s'inscrivaient plus dans un récit qui était en train de naître sur ces pages. En fait, de manière assez naturelle, j'avais déjà commencé à faire la part entre ce qui était important et ce qui était accessoire. Alors j'écrivais ainsi pendant 1 heure ou 2, puis quand j'avais épuisé tout ce que la journée de la veille avait à m'offrir de récits, d'impressions, je refermais mon cahier et puis je ressortais pour de nouvelles heures de promenade dans la ville. Mais avant de partir, je ne manquais jamais de vérifier que j'avais bien dans ma poche mon premier petit cahier, le premier petit carnet et mon crayon, qui pourtant venait de me prouver qu'il ne me servait à rien. Je refermais la porte de mon immeuble et j'étais à nouveau dans la rue, et c'était comme si tout recommençait à zéro. J'avais déjà envie de reprendre mon petit cahier et d'y noter des choses banales, des choses assez inutiles, des impressions, voilà, ça sent la poussière, je vois un petit chat qui fouille dans une poubelle. J'avais pas vraiment d'endroit précis où aller, j'avais pas vraiment de choses à faire, mais pourtant j'étais très occupé, parce que je savais clairement ce que je cherchais. J'avais apporté avec moi quelques livres d'histoire sur l'histoire de l'Algérie, quelques livres de littérature. J'avais un vieux guide des rues d'Oran qui datait de 1960. Et j'avais aussi emporté avec moi 2 phrases que je me répète toujours précieusement quand je pars en voyage. La première, c'est une phrase très courte que l'on doit à Nicolas Bouvier, l'écrivain voyageur, et qui définissait son travail de la manière suivante: l'œil qui écrit. Et la seconde phrase, je la dois à Daniel Rondeau, qui est comme vous, monsieur Darcos, à l'Académie française. Et c'est une phrase que j'ai trouvée dans un petit livre qu'il a consacré à Alexandrie. Et j'ai découvert ce livre quand je vivais en Égypte. Et c'est l'expression suivante: ce qui n'est plus, ce qui fut, ce qui n'est plus et qui pourtant demeure. Et c'est une expression qui est parfaitement adaptée à Alexandrie, où se superposent, sans qu'on puisse vraiment les voir, différentes strates d'histoire. Mais c'est aussi une expression qui convient à beaucoup de villes méditerranéennes. Et sans jamais avoir mis les pieds à Oran ni à Alger, je me doutais bien que ces 2 villes-là ne feraient pas exception. Alors voilà, avec ces 2 outils, l'œil qui écrit et rechercher ce qui fut, n'est plus et qui pourtant demeure, je tâchais de comprendre ce qu'Oran et puis Alger avaient à me raconter. Les écrivains, quand on voyage, sont aussi d'excellents alliés pour comprendre une ville ou un paysage. Et si vous me permettez, je vais faire une courte digression. Je vais quitter l'Algérie pour aller dans le Grand Nord canadien. Parce qu'il y a quelques années, j'ai descendu en canot une partie du grand fleuve Yukon, qui naît en Colombie-Britannique, donc dans l'ouest du Canada, qui file plein nord à travers le territoire du Yukon et qui ensuite oblique à l'ouest, traverse tout l'Alaska et donne dans l'océan Pacifique. C'est un des plus grands fleuves du monde. Nous étions 4 canots et nous avons pagayé pendant 2 semaines depuis l'ancienne cité minière de Dawson jusqu'à une localité d'Alaska qui s'appelle Circle City. C'est une ville à laquelle les pionniers avaient donné ce nom parce qu'ils croyaient qu'elle était posée sur le cercle polaire. Nous avons traversé des paysages absolument splendides, c'était des collines à perte de vue couvertes d'épinettes et d'aulnes, et c'était l'automne. Les aulnes étaient toutes dorées, c'était absolument magnifique. C'était la nature sauvage, nous n'avons pas croisé un être humain, simplement des loups, des ours, des orignaux, des castors. Nous avions l'impression d'être comme les premiers pionniers, mais c'était une impression trompeuse, et nous le savions bien. Et moi, je le savais d'autant mieux que j'ai toujours été, depuis ma petite enfance jusqu'à aujourd'hui, un lecteur assidu de Jack London.
Et je savais très bien que ce paysage, vierge en apparence, était en réalité surchargé de toute la mythologie du Grand Nord que lui a légué Jack London. Parce que ces collines et ce fleuve sauvage qui va de Dawson à Circle City, c'est exactement là que se déroule l'épopée de Radieuse Aurore, l'histoire de ce chercheur d'or. C'est aussi là que se déroule l'aventure de Buck, le chien domestique qui redécouvre sa part de loup au contact de l'immensité sauvage. C'est l'appel de la forêt. Et c'est là aussi que se déroule l'histoire de cet homme qui va mourir parce qu'il n'arrive pas à allumer un feu. C'est une histoire très courte qui s'appelle « Construire un feu ». Voilà, toutes ces histoires, je les avais lues enfant, je les avais redécouvertes des années plus tard, et elles formaient une sorte de décor qui se superposait à celui que j'avais sous les yeux. Parce que quand vous voyagez en canot sur un fleuve, vous passez des journées assez intenses, mais qui sont toutes semblables les unes aux autres. Alors mes amis, mes compagnons de voyage me demandaient « mais comment est-ce que tu vas faire pour écrire un article ?» C'était un reportage que je faisais pour Figaro Magazine. Mais moi, je n'étais pas inquiet, parce que je savais très bien que grâce à tout ce que Jack London m'avait apporté, grâce à l'aventure de Buck, à l'aventure de Radieuse Aurore, grâce à toutes ces aventures des chercheurs d'or, je savais très bien que je manquerais pas de matière pour faire parler le paysage que j'avais sous les yeux. Bien, à Oran ou à Alger, c'était à peu près la même chose. Mais cette fois-ci, ce n'était pas Jack London qui me guidait, c'était tous les écrivains qui, au fil des 132 années de présence française en Algérie, se sont succédés. Alors, on peut évoquer Tocqueville, Maupassant, Alphonse Daudet, qui a écrit Tartarin de Tarascon, Monterland, et puis bien sûr le fils du pays, c'est-à-dire Albert Camus. Il se trouve que Camus a été très sévère avec Oran. Je pense, j'ai cru comprendre qu'il lui reprochait son côté bourgeois, son côté provincial. Et je pense que c'est pour cette raison que Camus y a situé la peste. J'ai pensé qu'il estimait que ce qui manquait à Oran, c'était d'avoir vécu un de ces drames qui donne une intensité particulière et une épaisseur historique à une ville. Et je me suis dit, en marchant dans ces rues d'Oran, que Camus aurait été peut-être bien moins sévère avec Oran s'il avait vécu jusqu'à la fin de cette terrible histoire qu'a été la guerre d'Algérie. Parce que comme vous le savez probablement, la population d'Oran a été terriblement frappée par la guerre d'Algérie, que ce soit la population musulmane, c'est ainsi qu'on appelait à l'époque les Algériens, ou la population européenne. En arrivant à Oran, je le savais vaguement. Je savais que dans les derniers mois de l'Algérie française, ça avait été terrible. Il y avait eu les attentats de l'OAS et les attentats du FLN. Je savais que la ville avait été coupée en deux, que la population européenne avait été massacrée le 5 juillet 1962, et qu'à la suite de cette journée, ça avait été l'exode, la panique, la confusion, tout un peuple qui devait quitter du jour au lendemain le pays où il avait toujours vécu. Cette histoire n'est pas la mienne, celle de ma famille, et pourtant, du moment où j'ai posé le pied en Algérie, elle m'a sauté à la figure. Alors il y a peut-être une part de déformation professionnelle. Je vous rappelle mon mantra que je dois à Daniel Rondeau, ce qui fut, ce qui n'est plus, qui pourtant demeure. Mais je crois que j'avais retrouvé dans ces rues à Oran un peu de notre passé commun à nous tous Français, un passé qui est terrible et qui est plus ou moins dissimulé comme un mauvais secret. Et en marchant dans ces rues, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tous ces drames qui s'étaient déroulés là. Je n'avais de cesse de superposer au paysage de cette ville celui d'une ville ancienne, à l'animation quotidienne de ces rues algériennes, le souvenir d'une ville européenne et le souvenir d'une ville marquée par la guerre. Et c'est ainsi que progressivement, au fil des jours, je me suis laissé gagner par le souvenir de quelque chose que je n'avais pas connu. C'est cette ville française en Afrique du Nord, cette guerre et cet exode. Puis il y a eu l'accueil de mes amis oranais, leur générosité, j'ai fait la part des choses. J'ai compris que la ville d'Oran, telle qu'elle se donne à voir aujourd'hui, avec ses cicatrices, avec son histoire, elle possède désormais ce supplément d'âme que Camus lui déniait. Mais je n'ai pas compris cela immédiatement. Il a fallu que je finisse tout ce voyage, que je découvre Alger, que je rentre en France. Et la semaine qui a suivi mon retour en France, j'ai épinglé devant ma table de travail 3 grandes cartes. Une carte de l'Algérie, une carte d'Oran et une carte d'Alger. J'ai sorti mon petit carnet et mon grand cahier et je les ai déposés sur ma table. Je m'étais fixé comme objectif de recopier sur mon ordinateur les pages de mon grand cahier. Je me disais que ça suffirait. Je pensais avoir suffisamment travaillé le récit pour pouvoir me contenter de cela.
Ça a été un travail fastidieux qui m'a pris plusieurs longs week-ends. Mais au fur et à mesure des jours, je me suis aperçu que le texte que j'avais écrit sur ce cahier était ennuyeux, était totalement vide. Alors j'ai rangé dans un coin ce cahier, je l'ai mis sous le petit carnet, et j'ai tout repris à zéro. J'ai essayé de me souvenir de mon voyage. Et alors je me suis rendu compte que ma mémoire avait tracé une espèce de fil d'or qui allait me conduire avec certitude du premier au dernier jour de ce voyage, de la première à la dernière page de ce récit. Voilà, je m'accrochais parfois aux cartes qui étaient épinglées en face de moi pour vérifier la véracité d'un souvenir, et je m'étais libéré des notes que j'avais déposées sur mes petits cahiers, et j'étais désormais capable d'y retourner de temps en temps pour vérifier quelque chose, pour donner un petit peu plus d'éléments, un petit peu plus d'épaisseur au texte que j'étais en train d'écrire. Voilà comment j'ai écrit ce livre. Merci, Monsieur de Dieuleveux. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter, à partir de maintenant, une belle carrière d'écrivain. Vous avez montré que vous étiez un écrivain. Moi, je vous avoue que, en tant que simple membre du jury, j'ai beaucoup aimé votre livre. Je l'ai trouvé extrêmement subtil, fin, équilibré, très bien écrit, et avec des sentiments qui ne sont jamais manichéens. Un jugement très pondéré, une espèce de retenue dans le jugement. Vous avez prononcé une formule à l'instant que je reprends. Vous avez dit que vous aviez essayé de faire parler les lieux. Je crois que vous avez donné par ces 3 mots ou ces 4 mots la définition de la littérature de voyage qui fait l'objet du colloque d'aujourd'hui. Donc il ne reste plus qu'à vous souhaiter, peut-être ce prix vous aidera-t-il à faire de nouveaux voyages et à nous rapporter de nouveaux livres. C'est le souhait que je forme au nom de l'Assemblée tout entière pour vous aujourd'hui. Thank you.